Alors, bonjour Edouard. Hello Ziad, Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. merci Je pour suis l'invitation. super content de te recevoir. Donc, tu es avec nous ce matin à Genève. Tu es l'invité de Fuster Club. On va parler ce matin d'immobilier, puisque tu es expert en estimation immobilière. Tu as également créé la première communauté IMO en Suisse. Je crois qu'on peut le dire aujourd'hui. C'est la première communauté IMO, en tout cas sur les réseaux sociaux. Tu es très présent sur Internet. Tu es le fondateur de Inved, c'est bien juste, je l'ai bien prononcé. C'est Et correct. je pense que tu vas en parler mieux que moi, donc je vais te laisser te présenter Mhm. et peut-être nous parler un petit peu aussi de cette société que tu as fondée, quand est-ce que tu l'as créée. Ouais. Et j'ai plein de questions à te poser. Bon, bah génial. Merci beaucoup pour l'invitation, premièrement. Ça m'arrange si on parle d'immobilier parce que c'est tout ce que je connais, rien d'autre, hein. En soi, effectivement, j'ai créé Inved, du coup, ma société d'expertise immobilière, en 2019 initialement. J'avais créé ça pour faire mon premier achat. Après, c'est devenu une société d'exploitation, mais initialement, c'était une société plutôt active, hein, d'exploitation. Enfin, non, d'investissement, donc plutôt passif, pardon. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis, de base, hein, moi, je suis donc valaisan. J'ai commencé dans le courtage en résidence secondaire, donc c'était avant tout ça, toute la communauté, Inved, etc. Et puis, à Nanda, pour les personnes qui Ouais, je connaissent, connais en bien, ouais, station bien de ski. sûr, j'aime beaucoup. Ah bah voilà. Avec ce fameux spa des Quatre Vallées, Complètement, maintenant qui est bien connu, qui est bien bien connu connu du grand maintenant, public, ouais. Et puis qui a boosté la station d'ailleurs. carrément. Et donc j'ai vendu passablement de biens immobiliers à des Genevois qui achetaient en résidence secondaire Ok. à Nanda. Et puis à partir de là, bah, moi je suis tombé amoureux du courtage et de l'immobilier, hein. Plutôt, je suis tombé amoureux de l'immobilier en travaillant dans le courtage, en commençant dans le courtage. Et j'ai fait exclusivement de la résidence secondaire station de ski, donc c'est très spécifique comme domaine, hein, Ok. pendant 2-3 ans. Et puis ensuite, pendant mon brevet fédéral, ben voilà, petit à petit, je me suis intéressé à l'expertise. Et dès que j'ai terminé le brevet fédéral, c'était en mai 2022, j'ai 1er juin 2022, je réussis les examens. Et 1er juillet 2022, je poste 3 vidéos par jour sur les réseaux sociaux et je lance Inved. Tu es déjà un petit peu présent sur les réseaux sociaux avant ton brevet, non? Non, avant le brevet, pardon. Non? Non, j'ai Alors, jamais posté quoi ok. que ce soit avant. Ok. Alors moi, ça fait un petit moment que je te suis sur les réseaux sociaux et je pense que je dois te suivre à peu près depuis 2022 parce que droit derrière, tu avais annoncé sur les réseaux sociaux que tu avais obtenu ton brevet. Ah oui. Donc, J'ai réussi le ouais, brevet et j'ai commencé à poster, mais d'accord. effectivement, on reçoit le papier 2-3 mois après. Alors c'est ça. C'est pour ça, ouais. Ouais, Donc complètement. je suis un de tes vieux fans. Bah, Et merci. alors, tu parais bien jeune. Tu as un parcours relativement, en tout cas, tu parles de plusieurs années dans le courtage, après le brevet, donc t'as quel âge? 25 ans maintenant. 25 ans. Ouais. Ok, donc Mais je suis tombé dedans assez rapidement, hein. J'étudiais le génie électrique à Yverdon, hein, d'accord. à HEIGVD, Ouais, donc l'école Orange. ok, Et puis j'adorais les cours, j'adorais l'école. J'étais pas convaincu par contre par ce qui m'attendait derrière, la carrière derrière, quoi. Enfin, je ok. veux dire, bosser dans une usine pour Alpic, Hmm, c'était pas ce qui c'est m'excitait pas le ce qui plus. t'animait, ouais. Et du coup, bah, c'est pour ça que j'ai trouvé un peu une porte de sortie, une alternative. Dès que j'ai terminé la première, et puis pendant l'été, entre la première et la deuxième, bah, j'ai eu l'opportunité de faire un test, de faire un stage en courtage. Et là, Ok, je sais pas comment, mais en 24 heures, je suis devenu accro à l'immobilier. Et à partir de là, j'ai fait que ça. ok. Et donc voilà, c'est pour ça que oui, après, ça allait relativement vite, parce que c'était vers 20 ans, quoi. Et après, je fais que ça. 2019, tu fais ta première acquisition immobilière? Non, non, c'était en 2022. Ok, J'ai commencé en 2019 dans l'immobilier. d'accord, Et puis, non, en 2020, pardon. En 2020, j'ai fait la première acquisition. d'accord. Parce que, non, c'était quand j'avais 22 ans. Voilà. J'ai commencé en 2019, donc premier, même je dirais 26 décembre 2018, Mhm, juste à la fin 2018. Puis ensuite, où j'ai vraiment commencé à 150% là-dedans. J'ai fait ok. que ça. Et puis dès 2019, j'ai fait toutes les formations possibles, imaginables. Fin 2020, j'ai commencé le brevet fédéral d'expert. Et Mhm, puis l'été 2020, justement, en juillet 2020, j'ai fait la première acquisition. ok. Mais c'était une petite croûte, hein, 2 pièces et demie, donc 3 pièces, je ne vois, hein, de 42 mètres carrés, donc vraiment très petit, à rénover entièrement, très Ouais, moche, mais ouais. une famille de Suisse allemand, voilà, une succession. Et c'est comme ça que c'est fait, quoi. Donc tu t'attaques donc très jeune au Mm. domaine de l'immobilier. Tu dis que tu tombes amoureux du secteur de l'immobilier. Euh, L'immobilier en Suisse, c'est un domaine qui est relativement bien conservé.
je dirais même peut-être monopolisé un peu par les mêmes acteurs depuis plusieurs décennies. C'est un peu le secteur vintage. Ouais, C'est le secteur qui n'a pas trop bougé depuis 50 ans. Et toi, tu complètement. arrives, tu as 22, 23 ans. Alors, ça se passe comment? Je pense qu'on te regarde de haut. T'es le bleu. C'est Bah, comment? franchement, ça va. Évidemment, en s'exposant sur les réseaux sociaux, et en bousculant un secteur comme ça qui C'est justement est ça. très 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 vieux, ou en tout cas l'idée par l'ancienne génération, c'est clair que on s'expose à des critiques, mais ça je savais. Donc c'est pour ça, c'est exactement pour ça que je suis certain quand je te dis que j'ai attendu d'avoir le brevet avant de commencer à poster, parce que j'ai voulu compenser le problème de l'âge, parce qu'évidemment j'ai commencé à publier, j'avais 23 ans, et je savais pertinemment que j'allais me faire tacler assez rapidement, certainement. Donc Ça a été le cas. ça va. Franchement, ça va. Disons, à part sur les pubs, mais bon, les pubs, c'est normal, sur les réseaux Ah, sociaux, les commentaires. Il faut toujours se dire, il faut toujours réfléchir à c'est qui la personne qui commente des insultes sur une publication, sur une pub ouais, mais sur carrément. Facebook. Hein. Je veux dire, Carrément, c'est ouais. rarement des CEO et des PDG de multinationales. Hein. Donc ça me dérange pas. Mais ce que je voulais être sûr, c'est déjà ce que je dis, c'est vrai. Ce que je dis, soit je l'ai vécu, soit je l'ai suivi de très près, soit je l'ai étudié au brevet. Enfin bref. Et puis, ensuite, je voulais compenser un peu le problème de l'âge par le brevet, quoi. Ça c'est clair. Donc j'ai attendu d'avoir le brevet et ensuite après j'ai posté. Tout ce que j'ai dit, c'était vrai, c'est juste. Donc je suis parfaitement sûr avec ce que je dis. Puis disons que les critiques que j'ai pu avoir, c'est soit des gens qui connaissent rien à l'immobilier, Ouais, justement qui sont un peu frustrés peut-être par le fait que bien sûr. moi j'en parle alors que je suis jeune, j'en sais rien. Hein. Mais donc eux ils ne me dérangent pas du tout parce qu'ils connaissent rien, ça ne me dérange pas. Tant pis pour eux. Soit c'est effectivement potentiellement des professionnels qui ont un peu peur. Ça, je sais pas qui, Ah, bah oui, parce mais que dur à dire. tu arrives un petit peu avec une forme de business model qu'on n'avait pas encore vu, Mhm. en tout cas en Suisse. Hein. Euh, Ouais. la digitalisation dans le domaine de l'immobilier, en tout cas avant toi, je ne l'ai pas beaucoup perçu en Suisse. Et, euh, et je pense qu'effectivement, tu as un petit peu bousculé les mœurs peut-être. Euh, et d'ailleurs, moi, c'est ce qui m'a plu quand j'ai commencé à te suivre sur les réseaux sociaux, cette manière que tu as de démocratiser, un peu vulgariser le domaine de l'immobilier. Mais on parle quand même d'immobilier suisse. Dans l'inconscient collectif des gens, ça reste quand même un secteur d'activité qui est réservé aux ultra riches. Toi, t'expliques un petit peu que pas forcément. Est-ce que tu Mhm. peux en parler? Ah bah complètement. Bah, en fait, moi j'ai pris c'est pour ça que c'est intéressant. Et peut-être que c'est pour ça que ça aussi ça s'est reflété chez l'audience, hein, de pourquoi est-ce que ça a fonctionné. C'est peut-être moi j'ai utilisé simplement mon parcours hein, comme exemple Ouais, en disant bah là le premier achat que j'ai fait. Alors moi j'ai pris un peu de risque hein, parce que en gros tout ce que j'avais j'ai mis dans un appartement pourri. Euh, pour résumer, mais qui était quand même assez maîtrisé comme move. Quoi. Après, ça s'est très bien passé, ça s'est bien ouais, développé. Mais, euh, mais j'utilise simplement mon parcours et des gens qui ont 50 000 francs de côté, et en Suisse, il y en a quand même beaucoup. bien sûr. Donc des gens qui se disent ah ouais, mais en fait, c'est possible d'acheter un petit machin Ouais. comme ça. Ah, donc du coup, C'est alors avec possible. 50 000 francs aujourd'hui, pour les gens qui nous écoutent, c'est suffisant pour investir, se lancer dans l'immobilier en Suisse? Bah, plus le temps passe, plus ça commence à être restreint, hein, c'est clair, parce que l'immobilier fait que de monter en Suisse. Ok. Donc, il faut acheter le plus rapidement possible. Hein. Ouais. Et puis voilà, mais par contre, à Genève, c'est difficile, hein, c'est pas possible. C'est clair il y a des micro-situations, même des macro-situations qui sont difficilement accessibles avec aussi peu de fonds propres. C'est peu de fonds propres. Ouais. Mais par contre, si on ouvre un peu si on ouvre un peu les œillères, hein, et qu'on cherche un peu ailleurs, oui, il y a des possibilités, bien sûr, ouais, c'est clair. Ok. Donc du coup, c'est quoi tes perspectives pour le marché de l'immobilier en Suisse pour les 5-10 prochaines années? Alors, bon, franchement, c'est assez simple. Hein. On est en pénurie de logements assez grave maintenant, hein, surtout à Genève, hein, c'est bien connu. Ouais, Donc, dans les grandes villes suisses, c'est assez dramatique. Euh, toutes les grandes villes sont tellement saturées que ça déborde un peu ailleurs sur les périphéries. Donc, ça cartonne aussi autour des grandes villes, dans les petites villes directes aux alentours. Donc, parce qu'une ville, c'est 10 000 habitants hein, en Suisse. Donc, à partir de 10 000 habitants, c'est considéré comme une ville. Et puis, il y a tout qui cartonne un peu autour des ouais, grands centres urbains. Et voilà, on annonce, même Martin Scheeren, le directeur de l'OFL, annonce entre 5 000 et 10 000 logements manquants par an à partir d'accord. de cette année, parce qu'on n'arrive pas à construire suffisamment par rapport à l'évolution démographique.
Donc pour moi, c'est assez simple, quoi. Je veux dire, la pénurie, elle va pas se calmer. On a la BNS qui a baissé le taux directeur. On a Justement, été les quand premiers on en fait Europe à le faire. la première banque centrale, même du monde certainement, parce que l'inflation est maîtrisée. Donc, en fait, et ça c'est tout récent au moment où on tourne cet épisode, hein, donc mars 2024, C'est ça. la BNS baisse le taux de 1,75 à 1,5. Donc les taux Saron ont déjà Sont baissé. déjà répercutés sur les taux hypothécaires ou Bah pas alors, encore? les taux hypothécaires aujourd'hui, on les signe en dessous de 2% à 10 ans. Ok. Donc, pour du résidentiel, un normal basique, donc c'est des taux qui sont déjà pas chers du tout, quoi. C'est vrai. Historiquement, c'est déjà extrêmement bas. Ouais. Mais on sait que c'est possible qu'il baisse encore un petit peu. Moi, j'espère qu'on va pas retourner en dessous de 1 comme on a eu en 2021, parce que ça a fait des dérives complètes, hein, dans les investissements immobiliers, Ouais. avec des caisses de pension qui ont acheté n'importe quoi. Et ça, c'est nos retraites, hein. Donc Ouais. voilà, j'espère pour les Ouais. gens que ça va pas arriver Ça de fait nouveau. aussi flamber le taux, enfin le prix de l'immobilier. Ça fait flamber les prix n'importe comment. D'ailleurs, il y a eu une baisse, hein, des valeurs des immeubles de rendement, hein, même à Genève, hein, en 2020, 2022, 2023, à cause justement de ces acquisitions complètement stupides, hein, Mhm. excessives en 2021. Donc c'est pas, il n'y a pas une baisse des valeurs, mais une correction des prix, tout simplement. Ouais. Parce que la valeur pour moi n'a pas changé, c'est juste qu'on les a achetés trop cher. Donc voilà. Et puis aujourd'hui, donc franchement sur les 5 ans, alors à part des grosses crises, ma foi, géopolitiques internationales qu'on ne maîtrise pas, je vois pas comment l'immobilier suisse pourrait se cracher, ou comment il pourrait y avoir une Ok. crise, quoi. Là où les gens se posent beaucoup la question, c'est de savoir si c'est quoi aujourd'hui le rendement que le marché de l'immobilier suisse offre. Parce que, alors moi, je te challenge un petit peu parce que le but, c'est aussi que tu t'expliques aux auditeurs. Parce qu'on a tendance enfin, les gens vont te dire, ouais, mais Edouard, t'es bien gentil. En France, on a du 8-9% de rendement. En Espagne, on a du 11-12% de rendement. Moi, bloquer 200 000 francs pour avoir 3,5 ou 4,5% en Suisse, ça m'intéresse pas trop. Tu réponds quoi? Alors, je réponds que, disons, si, alors c'est clair, hein, c'est des marchés qui sont complètement différents. Aujourd'hui, bon, je pense, l'histoire aura montré que acheter des euros avec des francs suisses, hein, c'est pas une bonne idée, hein. Premièrement, mais ça sort du contexte Ah, immobilier. bien sûr. Mais donc ça, pour toutes les personnes qui investissent en France, en Espagne, etc. Bon, voilà, c'est pas une bonne idée, ça a toujours perdu, hein. France suisse, c'est trop bon. Et puis par contre, sur la partie immobilière pure, on peut trouver des bons rendements en Suisse quand même, hein. Je dirais qu'il y a beaucoup d'avantages sur le marché suisse, mais plutôt fiscaux en matière de financement, pas mal de flexibilité en matière de financement pour le développement patrimonial. Ça veut dire que si vous et puis surtout le marché est extrêmement safe et stable. Donc c'est clair que Bien sûr. on va jamais aller chercher en Suisse une prise de valeur de 20% sur un an, ou alors un rendement de 15%, Ouais. sur l'investissement global. C'est pas ça qu'on cherche. Enfin, c'est pas ce que le marché Bien offre, sûr. quoi. À part si vraiment c'est des cas très spécifiques ou extrêmement risqués, voilà. Mais donc c'est un marché très stable qui continue de monter. Mais ça va très très bien, je trouve. Enfin, ça va avec la mentalité du Suisse, de manière générale, qui est plutôt épargnant, pas tellement un Conservatrice. risk-taker, hein. C'est effectivement pas très conservateur. D'ailleurs, l'investissement immobilier est beaucoup plus généralisé ailleurs. Alors certes, parce que c'est un peu plus accessible, mais ailleurs en Europe, parce que aussi les gens vont, voilà, peut-être jouer un peu plus avec l'argent que ce qu'on fait en Suisse. C'est vrai qu'on est plutôt épargnant ici, hein. Ok. D'ailleurs, le nombre de personnes que je rencontre qui ont, peut-être dans le cadre d'une succession par exemple, hérité d'une maison ou d'un appartement qui n'a plus aucune dette, parce que la génération d'avant, c'était dès que je m'endette, le premier truc que je fais, c'est je rembourse au maximum. Ouais. Aujourd'hui, ça a un peu changé. Disons que on n'est pas obligé de rembourser sa dette entièrement en Suisse. On peut rester endetté à vie, ça a des avantages fiscaux, des avantages de financement. On peut augmenter une hypothèque en cours de possession. Tu peux en parler de ça? Ouais, Justement de cette possibilité de faire réévaluer le bien et de se faire refinancer, parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément peut-être proposé chez nos voisins, en tout cas pas de la même manière en Ouais, Suisse. complètement, ouais. Alors, a priori, c'est pas possible en France, mais voilà, après, je connais pas le marché français, c'est pas ma spécialité, hein. Ouais. Mais complètement, aujourd'hui, vous êtes propriétaire, vous achetez une maison il y a 5 ans, vous avez acheté il y a 5 ans, il y a 10 ans, qui vaut 1 million. Aujourd'hui, elle vaut 1,3 million, 1,4 million, parce que voilà, les prix immobiliers montent, hein, 3-4% par an. Ouais.
vous avez 700 000 francs de dette, 800 000 francs de dette dessus parce que vous avez fait un financement standard de base, 20% de fonds propres, 80% de financement initialement. Vous avez amorti, donc remboursé la dette en partie pendant 10 ans. Aujourd'hui, vous vous retrouvez avec une maison qui vaut 1,4 million avec 700 000 francs de dette. Vous avez 50% de financement, 50% de fonds propres. Donc il y a 700 000 francs de fonds propres dans la maison, dans les murs, qui sont bloqués dans les murs. Et ça, c'est de l'argent qui est à vous, quoi. Donc le 100% de la plus-value, la banque ne prend rien sur la plus-value. C'est ça qu'il faut comprendre aussi dans la rentabilité. Et ça, c'est très souvent mal compris par les investisseurs plutôt novices. Mais effectivement, pourquoi est-ce que les gens achètent massivement pourquoi est-ce que les gros institutionnels achètent beaucoup à Genève? C'est parce qu'à Genève, certes, la rentabilité est moindre parce qu'il y a très très peu de risques. S'ils cherchent, ils évitent le risque, hein. Ils évitent la volatilité. Mais par contre, la prise de valeur dans le temps a beaucoup plus de potentiel que dans des régions beaucoup plus reculées, beaucoup plus rurales. Donc, et ça, il faut prendre en considération. Et surtout quand on est un investisseur avec de l'effet de levier, c'est-à-dire avec un peu de fonds propres, mais beaucoup de financement hypothécaire, parce que le rendement sur fonds propres, déjà, est beaucoup plus élevé. Et puis, en plus de ça, la prise de valeur dans le temps, elle est 100% à nous. Donc, et ça, il faut faire le rapprochement avec les fonds propres investis. Et bref, pour cette maison qui vaut 1,4 million, sur laquelle il y a 700 000 francs de dette, on peut aller voir la banque, faire une évaluation, et puis augmenter l'hypothèque, dégager une partie des fonds propres qui sont dans la maison. Alors pas le 100% évidemment, mais c'est possible de dégager jusqu'à hauteur d'à peu près 70% d'hypothèque sur la maison, donc 70% de 1,4 million qui correspond à peu près à 1 million. Donc on récupère 300 000 francs de cash qu'on peut réinvestir ailleurs, qui sont des fonds propres. On peut disposer pour réinvestir ailleurs, c'est un effet de levier. Exactement. Donc on peut disposer même pour acheter une Lamborghini si on veut. Ah ok, d'accord. Okay, donc on ne t'impose pas forcément que cet argent soit réinvesti dans le rachat d'un bien immobilier. Pas forcément. Jusqu'au premier rang, honnêtement, faites ce que vous voulez. C'est votre argent, faites ce que vous voulez. Okay. Ça veut dire jusqu'à 66% de la valeur du bien. Et on te le prête au même taux que les taux hypothécaires? Et puis, ouais, bien sûr, c'est une hypothèque. Hein. C'est une hypothèque. Ouais, complètement. Bon, voilà, une spécificité effectivement qui est propre au marché suisse. Exactement. Et c'est comme ça que les grosses fortunes sont créées sur le marché suisse. C'est comme ça que les gros investisseurs ont fait beaucoup d'argent et des énormes patrimoines avec le temps. C'est parce qu'ils ont acheté dans les années 90. Alors certes, il y a eu un très bon timing à un moment donné, mais crise des années 90, ils ont acheté à Genève des immeubles pas chers du tout, et puis à des rendements excessif, hein, donc c'est-à-dire c'est des rendements à 8% sur le prix d'achat initialement, dans un marché en crise. Et puis avec le temps, le rendement attendu par le marché a baissé, donc la valeur des immeubles a augmenté. En plus de ça, les loyers ont augmenté, donc eux, ils ont fait des plus-values monstrueuses. Et puis petit à petit, ils n'ont pas revendu ces immeubles pour générer la plus-value et réinvestir, ils ont simplement augmenté l'hypothèque une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc ils ont sorti de l'equity, des fonds propres à chaque fois des immeubles, et ils les ont réinvestis dans d'autres immeubles. C'est comme ça qu'ils ont créé des patrimoines qui sont gigantesques, sans jamais avoir vendu quoi que ce soit. Et ça, c'est une solution qu'offre le marché immobilier suisse, que la majorité des pays européens n'offrent pas. Et c'est ce genre de... mais ça, c'est du rendement qui est infini. Il y a des propriétaires fonciers qui aujourd'hui font des rendements qui sont infini. Donc on parle effectivement de 4%, 3%, 2%, mais on ne parle pas du rendement qui est infini si on fait les choses correctement. Parce que typiquement, et c'est valable pour une personne qui achète une maison, qui a acheté une maison il y a 10 ans, qui aujourd'hui refinance, qui récupère ses 300 000, qui va acheter deux appartements de rendement 2 fois 600 000, mais ces 2 appartements de rendement 2 fois 600 000, ça lui coûte 2% sur les 300 000 qu'elle a générés sur sa maison. Ça lui coûte rien du tout. Ouais. C'est de l'argent pas cher. Ouais. Et puis c'est de l'argent qui ailleurs serait bloqué dans la maison et qu'elle ne pourrait rien faire à part revendre la maison. Donc voilà. Donc on se rend compte quand même que, contrairement aux idées reçues, il y a quand même plein d'alternatives pour booster les investissements immobiliers, même en Suisse. Ouais. Il y a aussi plusieurs manières d'investir dans l'immobilier. On parle d'investissement locatif, on parle d'investissement dans le commercial, on parle même d'investissement immobilier alternatif. Est-ce que pour les auditeurs qui nous écoutent, tu pourrais peut-être en parler un petit peu? Alors c'est quoi les grandes lignes? C'est quoi les différentes manières qu'on pourrait, qui seraient proposées dans le marché suisse pour investir dans l'immobilier? Alors, moi, j'ai commencé par acheter et revendre assez rapidement. J'ai fait du trading. Donc, c'est de l'achat-revente. Voilà, du trading marchand de biens en France. Hein, c'est un métier en France d'ailleurs, hein, qui n'existe pas en Suisse. Hein. Mais je sais que le terme est assez repris à Genève, que à Genève.
Et puis, donc c'est du trading d'appartements, quoi, en gros, hein. Mais toujours en y apportant une plus-value, c'est-à-dire en passant par des travaux à un moment donné. Enfin, des fois pas, mais c'était assez rare. Et puis, j'ai fait ça au début, hein, simplement pour des raisons le rendement, c'est très bien, mais c'était trop lent, quoi. Donc voilà, moi je suis pas trop rendement à mon étape là de ma vie, simplement parce que je suis trop jeune, je trouve, pour ça, pour bloquer beaucoup de capital dans les opérations qui stagnent. Bien que c'est très intéressant. Mais maintenant, pour des personnes qui n'ont pas une activité professionnelle à 100% comme moi, dans l'immobilier, je comprends parfaitement. Ça fait du sens, évidemment, d'acheter des biens de rendement. Et je le recommande d'ailleurs. Donc voilà, il y a de l'achat, de la revente, du développement immobilier. On achète un terrain, une maison à développer, à Une construire, promotion. à agrandir. Voilà, une Voilà. promotion immobilière. OK. On fait de la location. On achète un appartement, un studio, etc. D'accord. Euh, Moi, j'aime bien aussi une solution, par contre, que j'ai utilisée moi. C'est à un moment donné, quand j'avais commencé à faire des petites opérations d'achat-revente et je faisais le courtage en parallèle. Mon idée de base, hein, moi, dans la structure de ma vie que j'avais vue quand j'ai commencé dans l'immobilier, je me suis dit, quand le courtage a commencé, j'ai commencé à comprendre comment ça marchait, et j'ai commencé à faire des premières commissions, en gros. Je me suis dit, bah, c'est très bien, je travaille dans le courtage toute ma vie, là, dans ma région que je connais par cœur, et je fais des petites opérations d'achat et de revente au fil du temps. Et puis je crée une société que pour ça, qui achète 1 ou 2 appartements par année, des petits appartements de rendement que je garde jusqu'à ma mort. Bon, ça a beaucoup évolué depuis, mais c'était ça ma vision À initiale. Et la donc base, ouais. j'avais commencé, mais je viens de vendre là, il y a encore 2 semaines, hein, à partir au moment où on tourne cet épisode, hein, mais il y a 2 semaines, je viens de signer encore la vente du dernier appartement que j'avais acheté pour ça, pour OK. faire du rendement sur le long D'accord. terme. Et ça, c'est des petites opérations surtout que je faisais, enfin c'est moyen long terme. C'est des opérations centre-ville, des petites villes 10 000, 50 000 habitants que je connais bien, qui sont pas trop chères, mais qui continuent de grossir avec une évolution démographique positive, peu de nouvelles constructions, ou en tout cas dans des zones bien placées, micro-situationnelles de ces régions, parce que voilà, les meilleures situations dans les villes, en général, sont déjà prises par les anciens bâtiments. Donc voilà, puis je vise un petit peu ces quartiers-là. Et puis j'achète des objets qui sont déjà loués, mais sur lesquels il y a un potentiel, soit de rénovation, soit Mhm. le loyer est faible. Et voilà, je voyais, ou alors le prix du marché, simplement, il n'est pas, enfin, le prix que j'ai pu obtenir n'était pas corrélé avec le prix du marché. Prix du C'est marché. exactement ce qui s'est passé avec Des l'appartement que j'ai biens qui acheté il y a sont, 2 semaines. selon toi, sous-évalués. Exactement. Bah, l'appartement que j'ai acheté il y a 2 semaines, c'était exactement ça. J'ai D'accord. acheté un appartement, il n'a pas de place de parc, ça c'était embêtant, mais j'ai pu trouver une place de parc dans un immeuble à côté. Enfin bref, c'est comme ça que j'ai pu faire une très belle opération. Ça a été loué dès le jour 1 où je l'ai acheté. Il s'est déjà loué. Et puis maintenant, je l'ai revendu avec une plus-value maintenant. Initialement, je voulais de base plutôt le rénover et puis le revendre derrière, mais j'ai dû le revendre comme ça, pas rénover, parce que là, les activités se développent trop et puis j'aurais utilisé ces liquidités pour faire d'autres choses. Donc voilà, mais c'est plutôt un bon problème. Et ça, c'est le genre d'opportunité que je trouve intéressante, et je trouve intéressant pour les gens. Ça demande peu de temps, ça demande juste de bien connaître la région dans laquelle on achète, mais sinon ça demande peu de temps à investir pour l'acquisition. L'immobilier alternatif. L'immobilier alternatif, je dirais, ça, c'est une place de Alors, qu'est-ce que c'est que parc. l'immobilier alternatif déjà? Ouais, il y a plein de solutions alternatives d'investir dans l'immobilier, hein. C'est soit on va trouver des petits objets un peu particuliers pour faire du rendement, type place de parc, ou alors on s'intéresse au DDP, ou alors on s'intéresse au viager. Ça, on m'a souvent posé la question. Pour un acheteur, honnêtement, moi je pense que c'est un coup de poker, hein. Rapidement, mon avis sur le viager, c'est Ah, que bien sûr. pour un vendeur, Bon, c'est de la spéculation. complètement c'est la spéculation sur la vie de quelqu'un, Sur la hein, vie de donc c'est quelqu'un en chaud. plus. Et l'aspect C'est moral, chaud. ça, Ouais. c'est encore autre chose. Ça, c'est chaud. Non, mais alors, respectivement, le viager, moi, je trouve que pour le vendeur, c'est génial, hein. Il est garanti d'avoir son bouquet, hein, donc Bien ça veut sûr. dire c'est une partie de l'argent, d'avoir peut-être une rente, si ça dépend du contrat. Et puis lui, au final, il vit là-dedans tant qu'il ne meurt pas. Voilà. Au pire des cas, s'il meurt plus vite que prévu, bon, bah, il aura perdu un peu d'argent, mais il s'en fout, il est plus Ouais, là. bien sûr, il est plus là. Voilà. Mais pour l'acheteur, c'est un coup de poker. Ouais. C'est un vrai coup de poker. Ouais. Donc, je dirais, le viager, c'est une excellente solution pour un fonds. Et d'ailleurs, il y en a un maintenant avec qui j'ai fait un podcast en Suisse, mais un fonds qui a 150 millions ou 200 millions, qui peut acheter des maisons partout. Alors, Il y a un roulement. j'ai regardé ce podcast, je trouvais très intéressant, Ouais. parce que moi, je suis de culture bancaire. Ouais. J'ai travaillé en banque pendant des années. Et bah, on va y venir. Euh, Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle manière aussi d'investir via les fonds? C'est-à-dire qu'on va titriser les biens immobiliers.
pour les proposer en part de fonds. Mhm. C'est ça. C'est relativement nouveau en Suisse. Ça n'a pas été proposé avant. T'en penses quoi? Est-ce que ça fait sens? Et peut-être juste expliquer aux auditeurs qu'est-ce que c'est qu'un fonds immobilier et quels sont les avantages. Si moi, par exemple, j'ai des sous aujourd'hui, que je t'appelle et que je te dis, Edouard, écoute, j'ai 50 000 francs, est-ce que je suis intéressé par un fonds IMO? Est-ce que ça fait sens pour moi d'aller sur un fonds IMO ou plutôt d'aller sur un investissement direct? Ouais. Exactement. Hein. Là, on dissocie l'investissement immobilier direct et indirect. Donc le direct, on achète directement un bien immobilier, et puis l'indirect, c'est on investit via quelqu'un, au final, hein, via une société qui, elle, investit dans l'immobilier. Donc il y a les fonds, mais il y a aussi le crowdfunding qui se développe bien, et il y a les club deals. Donc voilà. Nous, on fait des club deals maintenant avec cette communauté. Le crowdfunding, c'est Foxstone, Investor, c'est assez connu. Donc là, on achète une part de copropriété de l'immeuble. Ça reste de l'immobilier direct, hein, stricto juridiquement parlant. D'accord. Parce qu'on devient vraiment copropriétaire de l'immeuble, comme un couple, hein, mais sauf que lieu d'être 2 copropriétaires d'un immeuble, on est 200. Ouais. Voilà, mais c'est le même système. Et puis copropriété simple. Et puis les fonds immobiliers, c'est effectivement, on achète des parts de fonds, on achète des actions d'un fonds qui investit dans l'immobilier. Et puis là, j'ai pu faire des épisodes de podcast avec pas mal de fonds maintenant. C'est très intéressant. Maintenant, les fonds, souvent, il y a des fonds qui sont cotés, des fonds qui sont non cotés. Il y a plein de types de fonds. Hein. C'est des structures juridiques de placement collectif différents entre SICAF, fonds de placement contractuel, SICAF, SCPC. Donc, il y a plusieurs solutions différentes. Mais en gros, c'est à partir pour les fonds qui sont cotés, c'est comme les marchés financiers au final. Hein. Que c'est lié à l'immobilier suisse. Pour les fonds qui investissent évidemment dans l'immobilier suisse. Bien sûr. Donc ça veut dire on achète, on peut mettre 1000 francs dans un fonds et puis on achète en gros un portefeuille, une partie d'un portefeuille de biens immobiliers. Donc il y a plus disons, c'est plus, on répartit un peu le risque. Hein. C'est le principe du fonds. Voilà, c'est le principe C'est du vraiment fonds, la on répartit le risque. diversification. Effectivement. Et puis, par contre, s'il y a des objets dans lesquels on n'aimerait pas investir, on ne sait pas quoi, ça fait partie du portefeuille. Et puis, disons, mais c'est de l'investissement purement passif, quoi. Donc voilà. Après, les rendements, ils sont ce qu'ils sont. De manière générale, ils sont exonérés d'impôts pour l'investisseur. Hein. D'accord. Donc voilà. Puis pour les fonds qui sont purement résidentiels, souvent les rendements c'est 2,5, 3% max. Hein. Et puis pour l'industriel, commercial, on peut aller à 3,5, 4%. Mais c'est rare de voir au-dessus. Et puis ça par contre c'est exonéré d'impôts pour l'investisseur. C'est le fonds qui paye les impôts. Donc selon toi ça fait sens ou tu t'encourages quand même à aller en investissement direct? Comme le crowdfunding, comme les club deals au final, même si nous on a un club deal et qu'on fait des deals avec la communauté, je veux dire, si vous avez le temps, l'énergie et l'envie d'investir dans l'immobilier et que vous voulez vraiment focaliser votre énergie là-dessus, vous pouvez faire beaucoup mieux, tu vois, qu'avec de l'immobilier direct, purement vous allez investir vous, en investissant via d'autres personnes. Mais c'est normal, parce que les autres personnes qui font le travail à votre place, il faut les rémunérer. Et ça se rémunère en baissant un petit peu le rendement que vous avez. Donc c'est parfaitement logique. Mais c'est des très bonnes alternatives quand même. Autant le crowdfunding, autant les club deals, autant les fonds. C'est juste que c'est des investissements qui sont différents. Les fonds sont un peu plus liquides pour les gens, surtout évidemment les fonds cotés. Et puis, mais même les fonds non cotés, franchement ça va. C'est assez liquide. Et puis après, souvent le crowdfunding ou les club deals, vous êtes lié à un deal. Quoi. Voilà. Ok, je dirais donc, pour un petit peu résumer, ça va être un petit peu en fonction, ça va dépendre de l'âge que tu as, de ta situation, de ton peut-être ton profil de risque. C'est vrai que peut-être une personne qui a 55 ans, qui n'a pas trop envie de se prendre la tête, qui a déjà relativement bien capitalisé durant toute sa vie, se diriger vers un fonds, ça fait peut-être plus sens que quelqu'un qui a 27 ans, qui a encore plein d'énergie et qui a peut-être envie effectivement d'entreprendre lui-même ses investissements directement sur le marché de l'immobilier, sentir la pierre entre les mains. Ouais, absolument. Ok. Alors aujourd'hui j'ai 50 000 francs, je viens de voir, je fais quoi? J'achète où? C'est où que c'est plus intéressant où est-ce que je dois commencer? Voilà. Salut Edouard, ça va? J'ai 50 000 francs, je vais investir dans l'immobilier. On m'a dit que tu étais le premier infopreneur IMO en Suisse. Dis-moi ce que je dois faire. Premièrement, tu regardes mes vidéos.
Ok, Tu les likes. ok, Et après, quand tu vas les liker, il y aura direct des opportunités qui vont se créer. Non, non, très non, bien. non, je dirais, sur les vidéos YouTube que je fais, il y a déjà beaucoup d'infos, hein. C'est vrai, C'est possible de trouver c'est vrai. des infos Ouais, tu es très actif, tu pour se produis guider. ouais, tu délivres beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux. On pousse pas mal, ouais. On pousse pas J'encourage mal. tout le monde à aller visiter ta page, c'est une super page YouTube en tout cas. Merci beaucoup. Et puis après, sinon, bah, j'ai fait un article chez Blick, avec Blick, le journal, sur lequel donc c'est possible de trouver, hein, vous tapez Édouard Clair Blick, vous tombez direct dessus, où je détaille vraiment les 5 critères à prendre en considération pour commencer à investir. Mais clairement, la première chose à faire, c'est savoir combien tu peux acheter avec ces 50 000 francs. Grosso modo, ça c'est assez simple, tu fais plus ou moins x4 les fonds propres que tu as à disposition. Mhm. Donc 50 000, tu peux acheter à peu près 200 000. Moi, j'ai pu pousser un peu plus, hein. Avec 50 000, je suis allé chercher 215 000 francs d'acquisition, D'accord. plus les frais d'achat, donc Ça se c'est plutôt négocie? 225. Ça se négocie avec les banques, ça? Ouais, ouais, ouais. Sur le Ouais, cas par cas, ouais, il y a des banques qui, pour les premiers objets de rendement, offrent la possibilité de mettre seulement 20% de fonds propres. D'accord. Donc voilà, parce que normalement, depuis 2018, hein, si je ne me trompe pas, il y a l'ASB qui a changé les règles, hein. Pour les biens de rendement, on est passé de 20% de fonds propres à 25% de fonds propres minimum. Mais il y a quand même quelques banques qui dérogent à ça, en tout cas pour le premier et deuxième bien. Donc c'est ce que j'ai fait moi, j'ai profité de ça. J'ai profité aussi de passer quelques travaux à plus-value, c'est-à-dire c'est moi qui fais la démolition, c'est moi qui fais l'électricité. Ok. J'ai étudié l'électricité sur mon premier bien. Et donc ça, c'est des fonds propres qu'on peut justifier auprès de la banque si on a des vraies compétences. Donc c'est comme ça que j'ai pu augmenter un petit peu moi le prix d'achat. Gonfler un petit peu le prix. Ok. Exact. Ouais. Donc, des fois, il faut un peu se démerder, hein, des fois, il faut un peu jouer avec les limites, des fois, il faut un peu mentir. C'est ce qui peut faire la différence sur un deal aussi. Exactement. Ouais, ouais. Après, je ne recommande pas toujours, évidemment, hein, de pousser l'endettement au maximum. C'est juste que je l'ai fait parce que, un, j'avais pas le choix, et deux, je savais exactement ce que je faisais. Donc, le risque, il était assez maîtrisé pour moi. Et puis ensuite, quand on sait ce qu'on peut acheter, il faut déterminer où est-ce qu'on peut acheter. Donc, si c'est économiquement, on est limité, là, on va peut-être éviter les zones type Genève. Et je sais que voilà, c'est grandes compliqué villes, pour les gens qui habitent à Genève. Voilà. Et puis ensuite, on va chercher peut-être plus en périphérie. Et là, il faut absolument connaître la région dans laquelle on achète. Mais ça, je le dis souvent, mais alors comment est-ce qu'on fait pour connaître la région dans laquelle on achète? C'est pas compliqué, il faut faire des visites, c'est-à-dire il faut aller sur Internet. Sur le terrain. Voilà, exactement, il faut aller sur Internet, lister des objets qui sont en vente sur le marché, aller les visiter, même si vous savez pertinemment que vous n'allez pas acheter. Mais vous visitez, vous allez commencer à comprendre comment ça fonctionne, vous allez commencer à faire des contacts avec des courtiers, vous allez commencer à poser des questions, échanger avec eux, ils vont vous envoyer des opportunités, vous allez retourner visiter avec eux, vous allez faire ça une dizaine de fois, plusieurs dizaines de fois, et au bout d'un moment, vous allez tomber comme par magie, après du travail, mais voilà, comme par magie, sur un objet, vous allez vous dire, putain, j'ai visité 3-4 objets qui étaient similaires dans une région plus ou moins identique, mais qui étaient moins bien et plus cher que celui-là, il faut que j'achète celui-là. Et vous allez finir par acheter. C'est comme ça que ça fonctionne concrètement. Et il n'y a pas de magie, mais il faut passer par ces étapes. Est-ce que là, en ce moment, il y a des endroits en Suisse qui sont particulièrement en train de se développer, en croissance, ou peut-être un peu plus que d'autres? On entend parler de Sion, on entend parler de Neuchâtel, de Bulle aussi. De Bulle, beaucoup. Ouais. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'effectivement, il y a des régions comme ça qui vont un petit peu se décorréler des autres en termes de croissance? Moi, comme je le dis depuis toujours, hein, j'aime beaucoup les villes entre 10 000 et 50 000 habitants, autour des périphéries, pas les centres urbains. Ça se développe bien, ça continue de croître, c'est assez liquide, hein, il y a pas mal de transactions, ça bouge pas mal. La politique aussi est des fois un peu plus souple, donc moins rigide moins les grandes villes, gauche que les grosses villes. Donc il y a plus de souplesse. Et voilà, c'est exactement ce que tu dis. C'est Bulle, c'est Sion, c'est Neuchâtel, c'est ce genre de ville. Hein. Alors, plutôt plutôt en plateau, plutôt en station? Alors, là, je dirais que ça dépend de l'investissement. Je sais que c'est deux types d'investissements différents. Complètement. Mais est-ce que toi, tu en as un que tu préfères peut-être? Alors, qui te parle plus? J'ai hyper confiance des stations de ski en Suisse. Hein. Je suis 100% confiant sur leur avenir. Disons, ça dépend lesquelles. Mais on parlait de Nanda avant. Je fais le parallèle rapidement là entre Nanda et Vezona pour parler des stations de ski, parce que c'est deux régions que je connais très très bien. Okay. Et typiquement, Vezona, c'est aussi Quatre-Vallées, hein, c'est à côté de Nanda, c'est pas loin, mais c'est beaucoup moins connu parce qu'il y a beaucoup moins de monde. Et c'est 600 habitants à l'année. Nanda, c'est 2005. Et ça fait toute la différence. À Vezona, vous n'avez pas de Migros, vous n'avez pas de Coop, vous avez très peu de restaurants, vous n'avez pas de bars, vous n'avez pas de discothèque. Et à Nanda,
vous avez 30 restaurants, vous avez 3 bars, vous avez 2 discothèques, vous avez, enfin 3 bars, plutôt 6, 7, 8, vous avez 3 Tu as l'air de bien discothèques, les connaître en tout cas. vous avez la Coop, vous avez la Migros, vous avez 2 pharmacies, vous avez des coiffeurs, vous Ouais. avez tout en fait. Et Ouais. vous avez une petite ville à la montagne. Et ça change tout. Parce que Bien sur, sûr. sur l'attractivité de la station et surtout sur Bien sûr. la saisonnalité de la C'est ce que station. j'allais dire. Ça va C'est-à-dire- étendre la saisonnalité, Exactement, puisque les gens vont venir, et pas uniquement au mois de janvier, pas uniquement au mois de décembre, complètement. mais ça va être fréquenté relativement toute l'année. Exact. Et d'ailleurs, mais paradoxalement, hein, c'est aussi lié à la clientèle acheteuse. Hein. Donc, typiquement, il y a des stations après comme Crans-Montana qui sont énormes. C'est des villes à la montagne. Là, évidemment, il y a de la vie toute l'année. Il y a des gens qui sont là tout le temps. Et ça bouge beaucoup. Mais il y a aussi d'autres stations comme Verbier où là, les prix sont extrêmement chers. Mais il y a beaucoup de saisonnalité à Verbier. Parce qu'il y a beaucoup de propriétaires étrangers, notamment anglais. Et puis maintenant, je ne sais pas si c'est en train de s'inverser certainement avec tout ce qui se passe en Angleterre, hein, et puis la difficulté qu'ils ont là-bas. Je ne sais pas, mais certainement. Mais donc il y a l'hiver, l'été, c'est vraiment bondé. Mais après, il y a des périodes très mortes entre deux. Et il y en a moins dans d'autres stations. Genre, par exemple, à Nanda, où évidemment le mois de novembre, c'est moins excitant que le mois de février. Mais il y a toujours des gens qui viennent. Parce que des Suisses qui achètent en station de ski, ils achètent pour utiliser leur résidence secondaire. Ils viennent pas là que 2 semaines en hiver, ils viennent là 45 week-ends par an. Alors du coup, je te pose la question, tu vas plutôt privilégier une station où l'influence va être lissée plus ou moins sur toute l'année, ou une station ultra premium, comme Verbier, Crans-Montana, qui sont déjà relativement prestigieuses, où on va retrouver peut-être une saisonnalité plus accentuée, mais dans une station peut-être considérée comme quelque chose de un peu plus high ticket. Bah, moi j'ai confiance dans les deux. T'as confiance dans les J'éviterais deux. juste les micro-stations, les trucs genre Torgon, où vraiment Ouais, c'est ok. chaud, il y a C'est encore énormément de trucs dangereux. à vendre. C'est encore trop prématuré, c'est trop embryonnaire. Ouais, Ok. puis c'est très bas, puis Ouais. les remontées mécaniques, elles galèrent, voire elles sont fermées. Et ça, c'est chaud, ça. Ouais. Donc ce genre de station, j'éviterais, où vraiment il n'y a rien dans la station. Il n'y a vraiment aucune commodité. Mais par contre, les autres, genre, que ce soit Nanda ou Crans-Montana, non, mais Crans-Montana, c'est un potentiel de fou aussi. Le Six Ouais. Senses est arrivé, Station que j'aime ça beaucoup. booste des hôtels 5 étoiles qui se disent putain, si le Six Senses est allé là-bas, ça veut dire qu'il y a du potentiel. Bien Quoi. sûr. Et du coup, il y a tout le monde qui d'un coup veut venir. Et puis, il y a encore il y a des événements internationaux massifs quand même. Régulièrement. Crans-Montana, c'est Bien connu sûr. internationalement Et parlant. ça garantit quand même effectivement l'offre. Et Ouais, ça maintient complètement. une Bah, pression l'attrait, sur les ouais. prix, en tout cas, L'attrait de la station, ouais, ouais. Et qui puis, laisse présager. il y a des différences de prix massives entre les vieux immeubles, les nouveaux immeubles. Enfin bref, donc vraiment un super gros potentiel pour ces stations-là. Alors, Puis plutôt du voilà. neuf ou plutôt de l'ancien? Bah, en station, il y a plus de neuf, il n'y a pas de neuf Il à y a cause pas de... d'Alex Weber, donc Ouais, mais de c'est manière plus possible. générale, je dis. Parce que c'est un peu les questions Ah, que de manière les générale, auditeurs ouais. se posent. Hein. C'est plutôt je me dirige vers du neuf ou je me dirige vers de l'ancien. Ouais. Qu'est-ce qui est plus intéressant pour quelqu'un qui n'a pas de connaissances en immobilier, qui n'a pas forcément envie de passer trop de temps Ouais, euh, ouais, très bonne question, hein. Parce que tu vois, c'est exactement ce que tu dis, hein. En fait, tu poses tu mets le doigt sur le problème dans la question. Ça veut dire, personnellement, vous allez trouver beaucoup plus de potentiel dans de l'ancien. Logiquement, mais ça souvent, va souvent nécessiter plus de l'ancien temps. est mieux placé parce que les meilleures parcelles ont été construites d'abord, hein, c'est logique. Donc l'ancien est souvent mieux placé. Et puis il y a plus de potentiel d'amélioration dans l'ancien que dans du neuf, évidemment. Il y a peu de potentiel dans du neuf. Bien sûr. Donc moi, j'ai jamais acheté du neuf. Et je pense que j'achèterai jamais du neuf, moi. Ok. J'en construis éventuellement, mais j'achète pas du neuf. Par contre, quelqu'un qui veut acheter et puis soit faire du rendement, soit acheter en résidence principale, et puis qui tape sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, bah, dans ce cas-là, effectivement, le neuf, c'est possible. Il y a très peu Pourquoi pas, ouais. d'entretien, très peu de gestion, c'est pas compliqué, normalement, il n'y a pas de mauvaise surprise. Enfin bref, c'est quelqu'un qui veut vraiment rien faire. Et au final, ça s'apparente à un investissement indirect, hein, dans un fonds. C'est un peu pareil. Ce que Il y j'aime a moins de bien, rendement, mais ça traîne. ce que j'aime bien, c'est que tu as choisi un secteur qu'on peut qualifier de relativement conservateur et défensif. L'immobilier, c'est connu pour être une classe d'actifs défensifs, conservatrice, mais tu as une mentalité relativement agressive dans ta manière d'investir. Et puis ça correspond un petit peu aussi Ouais. Bah, alors disons que à ton âge, quoi. dans l'idée de l'investissement, de manière générale, en fait, je suis plutôt un risk taker. En fait, je me dis, là, j'ai 25 ans,
je prends tous les risques maintenant. Tu as déjà Je pensé dirais, à faire du trading j'ai pas, sur non, les non, marchés financiers? ça, je touche pas au marché financier parce que je maîtrise l'immobilier quand même. Je touche pas au marché financier, mais je dis pas que c'est une mauvaise chose, hein, Non, non, je mais je comprends. touche pas. Mais par contre, le, le, évidemment, alors autant dans le business que dans l'immobilier, je prends tous les risques maintenant parce que je me dis, j'ai pas un cadre familial qui fait que enfin, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de charges, j'ai pas de famille au pire des cas, que mon appart à rendre. Si je perds tout, je J'ai qu'à retourne chez juste à mes parents, recommencer. je J'ai qu'à retourne juste chez à mes parents et je recommencer. commence avec zéro. Mais au moins tout ce que j'ai appris, Bien bah, sûr. je garde ça. Et Ouais. de toute façon, je pourrais rebondir, même si je perds tout demain, parce que j'ai trop appris. En 2 ans, là, j'ai appris trop de choses, quoi. C'est la bonne mentalité, Donc, en tout cas. donc voilà. Investissement à l'international dans l'immobilier, c'est quelque chose qui est dans. Non. Est-ce que tu as déjà acheté à l'extérieur ou tes investissements sont uniquement en Suisse? Est-ce que tu envisages de le faire? J'ai parlé avec un milliardaire genevois d'ailleurs, hein, qui a fait beaucoup de sous dans l'immobilier à travers aussi la crise des années 90, etc. Et qui m'a dit, j'ai investi donc énormément dans l'immobilier en Suisse et j'ai investi un peu dans l'immobilier à l'étranger. Dans l'immobilier à l'étranger, j'ai toujours perdu de l'argent. Dans l'immobilier en Suisse, j'ai toujours gagné de l'argent. Et donc ça résume assez la situation. Moi, je pense que on peut pas être expert de tout. Euh, À donc vouloir déjà, tout juste en faire, Suisse, c'est compliqué. Il y a des personnes qui pèsent des centaines de millions de patrimoine immobilier uniquement à Genève, parce qu'ils connaissent par cœur, par contre, toutes les rues de Genève, mais c'est des experts à Genève. Ils connaissent rien du canton de Vaud. Ils peuvent se planter. Ils font une opération sur vous, ils se plantent direct. Et puis, bah d'ailleurs, c'est chez une présentation de Abdallah Chatila, donc, président du groupe M3. Oui. Il Qui avait habite à dit, Genève. qui habite à Genève, qui fait toutes ses opérations à Genève. Ouais. Lui-même l'a dit, et c'est ça qui est intéressant. Il a essayé de faire une opération en France, il n'a jamais pu trouver l'immeuble acheté. Et il a fait une opération sur le canton de Vaud, il a perdu des sous, et il s'est dit plus jamais je sors du canton de Genève. Il fait tout à Genève. Ouais. Et ça, c'est un très bon exemple, et je trouve qu'il a parfaitement raison. Bien sûr. Et donc, moi, je dirais acheter un truc à l'île Maurice, aux États-Unis, qu'est-ce que j'en sais? J'en sais rien du tout, même en Espagne, même en Italie, même en France, j'en sais rien du tout. Donc je laisse ça pour les autochtones, puis moi je reste ici, quoi. Ok. Voilà. Alors aujourd'hui, tu proposes quoi? Tu proposes un accompagnement aux gens qui veulent investir dans l'immobilier. Concrètement, ça fonctionne comment si on te contacte pour tout simplement amorcer un investissement immobilier? Comment est-ce que ça fonctionne? Quelles vont être les étapes? Simplement pour que les auditeurs comprennent un petit peu aussi quels sont les services que tu proposes, puisque tu es expert dans le marché. Alors, on a 3 piliers fondamentaux, hein, chez Inved de travail. Donc c'est le premier, c'est un programme en ligne qu'on a développé d'information immobilière, de formation immobilière sur l'investissement immobilier. Donc les gens qui souhaitent investir dans l'immobilier en Suisse romande, c'est très exclusif Suisse romande, hein. Aujourd'hui, on a une quinzaine d'experts dans le programme qui détaillent le programme, hein. Et puis les gens ont un accès directement à ce programme. Ensuite, on a le deuxième pilier, c'est l'expertise immobilière. Donc ça, c'est mon métier de base, hein, l'évaluation de l'immobilier. C'est ce qui m'intéresse le plus. C'est pas le plus rentable, hein. Franchement, je pense que ce serait plus rentable pour moi de faire du courtage. Okay. Mais pourquoi t'en fais pas? Parce que en fait, l'image d'Inved et mon image, c'est l'impartialité, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans nos services. Donc on fait ni courtage, ni gérance, ni quoi que ce soit. On fait des investissements, mais c'est tout ce qu'on fait. Mais sinon, non. Nous, notre but, c'est quelqu'un qui vient nous voir, qui a un bien immobilier à évaluer, on l'évalue en fonction du prix du marché et des méthodes d'évaluation qu'on utilise, nous, dans le cadre de l'expertise. Mais on ne l'orientera jamais et on ne va jamais le faire, parce que c'est très facile de tourner les boutons un peu comme on veut dans une expertise, hein. Mais on ne va jamais les tourner en fonction d'un objectif futur pour nous, c'est-à-dire est-ce qu'on peut tout d'un coup choper le mandat de courtage pour vendre son bien. Donc on va l'évaluer de manière complètement impartiale et ensuite on va le conseiller de manière impartiale. C'est-à-dire si pour lui, dans le développement de son patrimoine, pour ce mandant, si c'est mieux de garder l'immeuble, on lui dit il faut absolument garder l'immeuble. Et si c'est mieux de vendre, parce que on sait pas, parce qu'il y a peut-être dans ses objectifs à lui et puis dans le patrimoine qu'il possède déjà, si c'est mieux de se libérer de cet immeuble-là, on lui dira c'est mieux de se libérer de cet immeuble-là pour faire ça avec l'argent. Et concrètement, vous l'accompagnez dans la vente de l'immeuble, alors du coup à ce moment-là?
Non, jamais dans la vente, mais justement à cette étape-là, donc on fait l'expertise du patrimoine et puis ensuite on fait un accompagnement effectivement personnalisé pour le développement du patrimoine. Mais c'est pas nous qui vendons. Donc si dans le cadre de l'évaluation, c'est pertinent de vendre ce qu'on a évalué, on lui dira c'est pertinent de vendre cet immeuble-là, va voir éventuellement ce courtier ou ce courtier, et voilà. Mais des gens qu'on connaît, voilà, avec qui on a déjà travaillé. Par contre, on va jamais vendre nous. Et puis respectivement, la partie accompagnement, là, c'est vraiment, en général, c'est très très rare que je dise de vendre, hein, parce qu'en général, quand on arrive à faire une expertise, c'est dans le cadre d'une succession, dans le cadre du développement patrimonial, mais c'est des gens qui sont propriétaires depuis longtemps, et là, c'est très rare que je dise de vendre. Je dis plutôt, ben voilà, on va trouver une solution, augmenter l'hypothèque, on va investir dans un immeuble, et on va chercher des solutions pour continuer à développer. Et puis c'est là vraiment que notre expertise rentre en jeu sur ok, quelle structure fiscale il faut choisir, quelle structure juridique plutôt, qu'est-ce qu'il faut acheter, où est-ce qu'il faut l'acheter, comment est-ce qu'on va le trouver, qui on doit contacter, etc. etc. Parfait. Voilà. Écoute, on arrive gentiment au bout de l'interview. Je te propose, pour terminer, j'ai quelques questions que j'aurais bien aimé te poser sous forme d'un quiz. Oui. Un petit peu pour les auditeurs aussi. Donc, c'est parti. Tu es prêt? Je te pose des questions. Tu réponds réponse ou l'une ou l'autre, sans développer. C'est A ou B. Ok. Ok. Alors, Edouard, Cristiano Ronaldo ou Messi? Messi. Immobilier ou la bourse? Immobilier. Appartement ou villa? Villa. Genève ou Valais? Attention, je coupe. Si tu réponds pas, tu... C'est chaud parce que Genève, il y a des super opportunités. Hein. Mais Valais quand même, je suis valaisan. Valais. Fervent défenseur de la cause. Lac Léman ou lac de Genève? Lac Léman. Non, ça faut pas pousser quand même. Insta ou TikTok? Insta. Fast food ou gastro? Gastro. Blonde ou brune? Blonde. Ferrari ou Lamborghini? Ça, je m'en fous tellement de ça. Je dirais. Scooter. Je rigole. Non, Lamborghini alors. Plage ou montagne? Montagne. Sucré ou salé? Salé. Et pour terminer, t'es plutôt matin ou soir? Matin. Impeccable, c'était super. En tout cas, Edouard, nous, donc vous trouverez en bas de la vidéo tous les liens. On va mettre les liens de Inved. Et vraiment, j'encourage tout le monde à aller visiter ta page YouTube parce que vraiment, il y a du contenu de qualité et je te remercie. Ça fait aussi du bien de voir que même en Suisse, même si c'est encore un petit peu timide l'infoprenariat, il y a des gens comme toi qui arrivent un petit peu à bousculer les mœurs. Et je te remercie infiniment d'avoir accepté l'invitation. J'ai passé un super moment et j'espère que tu reviendras. Avec grand plaisir. Et merci beaucoup. Merci je t'en prie. À plus.